Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ces échanges avec le public venu à l'école alsacienne le dimanche 15 décembre, école alsacienne où j'avais réuni Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et essayiste, David Jayes, non moins essayiste et entrepreneur, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr. Nous avons eu deux sujets de conversation. Le premier, c'est le nouveau gouvernement et ce que les événements récents donnent à penser de nos institutions, de leur adaptabilité, de la qualité de leur réponse à la situation, et un autre sur la Syrie, et quelques interrogations sur qui a mené le bal au-delà de ceux qui se sont emparés de Damas. Nous allons donc maintenant donner la parole au public, et d'abord, ici, voilà, monsieur, je ne vois pas très bien parce que je ne vois plus, mais... Il y a un monsieur debout là-bas avec un... Non, mais ça y est, derrière toi, Fabrice. C'est vous, voilà. Merci, pardon. Merci, je suis désolée. Bonjour. Comme monsieur, vous n'êtes pas vraiment crédible. Non, mais je suis désolé, mais c'est une ambiguïté. Parce non, c'est pas une ambiguïté, c'est que j'ai été opéré de la cataracte il y a 2 jours et que donc je ne vois ni de près ni de loin. Alors, je vous confirme que je suis une femme sans aucune ambiguïté pour l'instant. À l'oreille qui n'a pas encore été opérée, je l'avais deviné. En tout cas, je vous remercie de me donner la parole. Puisque vous avez eu, Philippe Meyer, je ne veux pas dire l'insolence, parce que je partage un peu votre point de vue sur Le Monde, en tout cas de remettre en cause cette espèce de position d'arbitre des élégances du journal Le Monde, en tout cas dans les pages culture. Je suis étonnée que vous preniez tellement en compte, de façon presque sans critique possible, justement des points de vue du monde sur le plan politique. En fait, ma question, qui s'adresse un peu à Béatrice Gibelin, que je respecte tout à fait, c'est pourquoi cette espèce de dramaturgie qu'il y a dans les médias mainstream, et Le Monde le premier, qui monte en permanence quand même en tout cas, qu'il y a une vision, je trouve, très dramaturgique de la situation. En gros, là, qu'est-ce que vous nous dites? L'histoire entre Bayrou et Macron, c'est en gros, tu te casses, tu me donnes le pouvoir ou sinon je te lâche. Ce qui est peut-être la réalité, je ne sais pas. Moi, je m'interroge toujours sur les sources de ça. Parce que c'est vrai que, et c'était en une du Monde, donc je l'ai lu, l'article, tout le monde s'est emboîté là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une façon de présenter l'information aujourd'hui qui est dans cette dramaturgie et qui évidemment est assez séduisante parce que on a tout de suite une vision comme ça un peu antinomique. Et je m'étonne simplement que à cette table, on a l'impression que vous emboîtez aussi alors où vous avez les sources. Mais moi, j'aimerais bien connaître les sources, en fait. J'aimerais bien savoir cette histoire de Le Cornu, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Où vous avez les informations et les sources, et j'aimerais bien les connaître. Ou alors, est-ce que, on est tous portés par cette espèce de rouleau compresseur de la dramaturgie, et est-ce que finalement on se plonge pas un peu trop facilement là-dedans? Jean-Louis Bourlange. Voilà, merci. Oui, je vais faire comme le successeur de Fouché dans Madame sans gêne. Je ne sais rien, donc je vais tout dire. Mais je peux simplement dire 2 choses. D'abord, c'est que que François Bayrou vous soit Emmanuel Macron, depuis toujours. Macron tutoie tout le monde, je ne sais pas s'il tutoie Bayrou, mais en tout cas, Bayrou a, pour le président de la République, un respect de principe, c'est qu'il le vous soit. C'est un peu vous savez, la fameuse phrase de Mitterrand à quelqu'un qui le tutoyait, et qui dit « on se tutoie, n'est-ce pas ?» Et Mitterrand avait répondu « comme vous voulez ». Eh bien, c'est important parce que les relations ne sont pas sur le ton de la confidence qui a été rapportée. Je ne sais pas d'où elle vient. Il est possible qu'il y ait eu des indiscrétions. En tout cas, moi, j'ai eu une conversation avec François Bayrou sur le sujet. Il m'a pas caché que la discussion avait été très dure, très profonde, mais que jamais des paroles blessantes n'avaient été tenues. La phrase qui je crois a été dite, c'est je suis avec vous pour faire de grandes choses et pas pour en faire de petites. Il y a certainement eu, je le dis nettement, une tension très forte qui rend incompréhensible, qui résulte du caractère incompréhensible de la démarche du président depuis une semaine, qui consistait à faire monter la pression
en faveur de Bayrou jusqu'à 8h30 le vendredi matin, et pour lui dire, ah bah non, c'est Sébastien. Ça, c'est évidemment une conception des choses incompréhensible, parce que ça ne pouvait qu'entraîner des tensions. Mais sous réserve de cela, je crois que ce que Bayrou a dit clairement, c'est qu'effectivement, il y a une analyse de la situation institutionnelle qui est que maintenant, les arbitrages quotidiens du gouvernement doivent être faits par un Premier ministre autonome, et que c'est ainsi, c'est la conséquence de la situation institutionnelle dans laquelle nous sommes. Mais je ne pense pas que cet été, jusqu'à ces extrêmes de virulence qui sont cités. Mais enfin, je ne mets pas en cause les journalistes, je mets peut-être en cause les informateurs des journalistes. Puisque nous avons un député de la majorité et du MoDem, on va peut-être, si vous acceptez bien, monsieur, de céder votre tour, lui donner la parole. Attendez, là, tape. Allez-y. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et puis, obligé de venir au Nouvel Esprit Public pour retrouver Jean-Louis. Tu nous manques beaucoup à l'Assemblée nationale. J'ai deux petites questions. La première, c'est que on arrive dans une nouvelle trêve. C'est pas la trêve olympique, mais c'est la pardon, trêve... je croyais que vous vouliez intervenir sur le même sujet. C'est pour ça que j'ai sauté. Excusez-moi, monsieur, c'est entièrement ma faute. Allez-y. On arrive à une nouvelle trêve qui n'est pas la trêve olympique, mais la trêve des confiseurs. Est-ce que cette trêve ne doit pas nous laisser un petit peu de temps pour essayer, pour dialoguer, pour essayer de construire ce gouvernement le plus large possible, et je crois, Madame Gibelin, qu'il y a peut-être deux choses qu'il va falloir que nous lâchions un petit peu à la gauche du gouvernement. C'est probablement les retraites. Quelque chose autour des retraites. Moi, je voudrais déjà que mes enfants puissent avoir 43 années d'annuité de cotisation de retraite. Ils en seront loin. Et puis la deuxième chose, David, c'est on a une planification écologique, à mon avis, terriblement bien faite, organisée, programmée. Est-ce que ce ne sont pas sur ces deux choses-là qu'on arrivera à convaincre un petit peu nos oppositions modérées de travailler avec nous? Merci beaucoup. Alors, Béatrice Gibelin, puis David Jayes. Oui, je pense que pour le moment, qu'est-ce qui tient la possibilité d'une certaine stabilité et d'arriver à des compromis, c'est le PS. Je crois qu'il est dans la situation où soit il se montre, et c'est un peu ce que je disais dans mon propos, avec le sens de la gravité de la situation et de la nécessaire stabilité de gouvernement pour la France, et auquel cas il se libère de certains liens avec LFI pour ne pas bloquer, ne pas jouer le blocage. C'est une possibilité. Ce qui serait, de mon point de vue, sans doute son intérêt d'ici 2027 pour se reconstituer en tant que force politique, sans être pieds et poings liés au fond, avec Mélenchon. C'est-à-dire que ce ne soit pas Mélenchon qui soit le candidat de la gauche unique, ce qu'il ne sera pas, de mon point de vue, en 2027. Donc, c'est vraiment ce parti qui, en ce moment, peut jouer un rôle de plus grande stabilité et donc de dédramaturgie de la situation. Voilà. David Jayes. Oui, moi je souscris à ton analyse. C'est-à-dire, ça ne marchera pas s'il n'y a pas un contrat. Et ce contrat, il peut se faire sur deux bases. Il peut se faire sur une base positive. Quels sont les 5 ou 6 chantiers, sujets, politiques publiques qu'il faut adresser en priorité dans les prochains mois et sur lesquels on peut trouver une majorité à l'Assemblée qui exclut la France Insoumise et le Rassemblement National. Je n'y crois pas beaucoup, malheureusement. Il y a trop de lignes rouges. Il y avait une caricature amusante dans le Canard enchaîné qui montrait, vous savez, c'est dans les musées, là, il y a des alarmes qui sont des lasers comme ça, et puis il y avait des lasers partout, et c'était les lignes rouges que les partis ont formulées. Donc on pouvait, je pense pas que François Bayrou ait d'immenses talents de contorsionniste professionnel. Donc l'autre option, et c'est pour ça que j'ai été intéressé par ce que disait Richard, malgré les trépignations de Jean-Louis qui avait l'air en désaccord, mais c'était les 3 ne pas. C'est-à-dire, je ne censure pas, je n'utilise pas le 49.3, je ne dissous pas. Ce qui revient peu ou prou à neutraliser la constitution de la Ve République, en réalité, puisque ce sont les prérogatives qui régulent les relations entre les pouvoirs. Peut-être la vérité est-elle au milieu.
C'est-à-dire, il faut peut-être se dire, on met de côté tous les sujets sur lesquels on est en désaccord, parce qu'on ne pourra pas les traiter maintenant. On essaie d'en identifier quelques-uns sur lesquels on peut avancer. Je pense que une transition écologique saine, positive, territoriale, ça peut faire partie des sujets. Sur les services publics, il y a sans doute des choses à faire. Et effectivement, on s'engage à une stabilité d'une quinzaine de mois, au moins 15 à 20 mois, pour éviter de plonger le pays dans le chaos. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est que, et ce qu'on n'a pas suffisamment dit, ce qui est difficile, c'est que pourquoi on est dans cette situation de blocage ? C'est qu'il n'y a aucune force politique aujourd'hui. Il n'y a que des faiblesses. Il n'y a que des faiblesses. C'est plus facile de réconcilier des forces que de réconcilier des faiblesses. Jean-Louis Bourlanges. Oui, Jimmy, je comprends très bien ce que tu dis et la réconciliation. Je ne crois pas au caractère immédiat, instantané d'un contrat passé entre des forces qui viennent de partout. En revanche, je pense que la nécessité de fixer un cap sur des fondamentaux et de marcher dans cette direction, lentement d'abord, plus vite après, et décisivement lors de la présidentielle, quel que soit le candidat à la présidentielle, s'impose. Je pense qu'aujourd'hui, on doit partager un diagnostic. Si on n'a pas le même diagnostic, on ne peut pas s'avancer ensemble. Le diagnostic, c'est d'abord, comme dirait Maurice Thorez à la Libération, produire. On ne peut partager que si on produit davantage. Et il faut voir les conditions de la production. C'est pour ça qu'on est ferme sur les retraites. On doit résoudre le déficit budgétaire qui marque simplement qu'on consomme plus, les déficits commerciaux qui marquent qu'on est obligé d'acheter parce qu'on consomme trop par rapport à ce que nous produisons. Produire et protéger. Les Français ont besoin de protection sous toutes les formes, climatiques, sécuritaires, migratoires. Mais il faut avoir un grand projet et que chacun prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce projet. Et puis, deuxièmement, marquer quand même non pas des lignes rouges, mais la fidélité aux choix fondamentaux qui sont les nôtres en matière de démocratie laïque et représentative, en matière de sécurité collective entre démocraties occidentales, en matière de construction européenne et de résistance aux manœuvres russes. Je crois que tout ça forme un consensus potentiel qui n'est pas exprimé depuis plusieurs mois, et faute qu'il soit exprimé, les Français sont perdus, se demandent ce que fait le gouvernement et comment il peut résoudre des problèmes. Je cite toujours mon vieil oncle, qui était très gentil, mais qui disait, moi mon gars, les problèmes, je les résous avant de me les poser. Eh bien non, il avait tort, mon tonton. Il faut poser les problèmes si on veut amener les gens à se mettre d'accord pour les résoudre. Merci beaucoup et merci de votre patience, monsieur, à vous. Je sais plus très bien ce que vous faites, là. C'est le tonton qui vous met dans ces états. Alors, merci mon cher Philippe Meyer pour cette belle émission et merci à vos complices. Alors, c'est pas juste de la flagornerie, c'est aussi pour vous dire qu'il me semble que vous êtes la démonstration qu'on peut avoir une position centrale, équilibrée et qui fonctionne, parce que ces émissions, un de leurs sels, c'est d'être capable de faire parler ensemble des gens de droite, de gauche, de différentes obédiences et d'arriver à quelque chose de constructif à la fin. Donc, c'est déjà une preuve que ça fonctionne. Ensuite, je voudrais revenir sur les ne pas et pour aller vers les n'a pas. Le problème, est-ce que ce n'est pas que Monsieur Macron n'a pas été élu parce qu'il a été élu par défaut face à Marine Le Pen, comme Monsieur Chirac n'a pas été élu parce qu'il a été élu par défaut face à un Monsieur Le Pen? Et est-ce que c'est pas ces problèmes-là que l'on traîne depuis maintenant plus de 20 ans dans notre démocratie, avec le fait que l'on soit tous confrontés au fait de devoir voter contre et de pas de voter pour et de faire barrage, et qu'avec tous ces barrages, à la fin, on ne sait plus pour qui on vote, on ne sait plus qui a la moindre légitimité au sein de nos organismes, ce qui fait aussi qu'on se retrouve dans une situation arrêtez-moi ou je fais un malheur, où les gens se défoulent en votant pour le Rassemblement national sans conséquence, ou pour voter pour LFI sans conséquence. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Sur la question de l'élection par défaut, je soutiens à tort ou à raison, je ne sais pas, mais que quelle que soit l'élection, qu'elle soit municipale, qu'elle soit départementale, régionale, nationale ou européenne, de toute façon, celui ou celle qui est élu l'est par défaut. Je veux dire que c'est la marge
de ceux qui votent par défaut et qui donc votent finalement contre qui fait que il y a un vainqueur. Mais je ne crois pas que le vote par défaut soit quelque chose d'aussi rare et d'aussi, comment dirais-je, attaché à la personne d'Emmanuel Macron. David Jays. Alors, je vais m'inscrire un petit peu en faux avec ce que vous dites là, Philippe, parce que je je te réinviterai plus. Je pense qu'il y a des degrés de défaut. C'est-à-dire, évidemment, que le désir de fusion absolue avec un programme ou une personnalité, ça nous a conduit vers les pires horreurs. Et en démocratie, on choisit dans un premier temps et puis on élimine dans un second. Simplement, là où monsieur a tout à fait raison, c'est que un vice grave est introduit dans le système de la Ve République depuis la qualification au second tour de Jean-Marie Le Pen en 2002. Quel est-il ? Il est que, avec la montée inexorable du Rassemblement national, dont il n'est pas le lieu ici de disséquer les causes, etc., eh bien, être élu président ou présidente de la République, ça revient à se qualifier pour le second tour avec un score qui oscille entre 18 et 25% des suffrages exprimés. Et ça, c'est un véritable problème, parce que la politique, c'est l'art d'articuler un projet à vocation majoritaire. Donc, de deux choses l'une, soit on arrive à retrouver une vie politique dans laquelle des projets majoritaires peuvent s'affronter au second tour d'une élection présidentielle, ce qui suppose, à mon sens, soit que le Rassemblement national soit définitivement normalisé comme un parti représentant une composante potentiellement majoritaire du pays, soit au contraire qu'on arrive à le dégonfler, mais ça suppose un vrai diagnostic sur la situation du pays, ce que personne ne fait, soit, comme je le pense, aujourd'hui, pour sortir de cette situation, il n'est pas d'autre choix que de constituer et d'agréger différemment les projets à vocation majoritaire. Ma conviction, c'est qu'il faut aller vers la proportionnelle, parce que la proportionnelle permet de faire respirer la diversité des sensibilités politiques et des familles spirituelles qui s'expriment dans le pays. Et au lieu de composer le projet majoritaire dans la rencontre entre un homme et un pays, et derrière des élections parlementaires qui ne font que confirmer cette rencontre, elle se fait par agrégation et par négociation progressive entre des forces politiques qui sont représentées à due proportion de leur poids dans le pays. C'est un peu moins excitant, c'est un peu moins romantique, mais c'est peut-être un peu plus mature. Richard Verly. Oui, la frustration d'une élection dite par défaut, on peut la comprendre, mais je trouve que Philippe a raison. De toute manière, c'est malheureusement la règle souvent dans des scrutins, surtout lorsqu'ils sont majoritaires du type le mode de scrutin qu'on a en France. Tu seras réinvité, Richard. Mais par contre, dans la phase récente, ce que moi je trouve plus inquiétant que votre constat, c'est qu'il est clair qu'Emmanuel Macron manipule cet outil du par défaut. Et pour moi, il y a eu une faute majeure, oui, j'emploie le mot faute, c'est quand dans son intervention du 5 ou 6 décembre, la dernière intervention de télévision d'Emmanuel Macron, il qualifie les partis qui ont voté la censure de front anti-républicain. Ça, pour moi, c'est très grave. C'est très grave parce que, et je parle sous le contrôle de Jean-Louis et de David, qui sont des experts en matière constitutionnelle et politique française, ce sont des partis qui ont respecté la Constitution, qui ont utilisé un mécanisme constitutionnel, qui ont fait tomber un gouvernement, certes pour la première fois depuis 1962, mais la Constitution le prévoit, et parler, comme l'a fait Emmanuel Macron, de front anti-républicain, je trouve que c'est très grave. Et ça ne fait qu'accroître la frustration dont vous parlez chez les électeurs de ces deux partis. Monsieur. Oui, moi je voulais vous entraîner sur le deuxième sujet et j'avais deux questions. Vous avez évoqué donc les vainqueurs de cette situation, Israël. Vous avez évoqué la Turquie. Vous avez esquissé simplement le nom du Qatar et j'aimerais vous entendre un petit peu sur ce développement si possible. Ça c'est ma première question. Et la deuxième est peut-être plus délicate. Elle concerne l'Iran. L'Iran qui a finalement accumulé les défaites depuis quelques semaines. Voyez-vous toujours un pôle de stabilité dans la défaite ou est-ce une autre hypothèse ? Béatrice. Alors sur l'Iran, justement, je pense que c'est effectivement la puissance la plus fragile aujourd'hui.
pour une situation interne qu'on connaît, avec une grande majorité de l'opinion publique qui ne soutient absolument pas ce gouvernement, avec un courage qui force le respect quand même. Donc ils sont dans une situation extrêmement difficile. Je pense que c'est un régime extrêmement corrompu. C'est-à-dire qu'on peut acheter, y compris au cœur même du pouvoir, ce qui explique que, au moment de l'intronisation du président iranien, un des grands leaders du Hezbollah qui était en Iran a pu être assassiné alors qu'il était dans une villa hyper sécurisée. Bon, ben ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a achetés et que Israël a pu installer ce qu'il voulait. Donc c'est un régime qui alors, je prends peut-être mes désirs pour des réalités. Je lis pas non plus dans une boule de cristal, mais c'est un régime qui est vraiment très fragile. Et les coups qui lui ont été portés avec la perte du Hezbollah, la perte du Hamas, je ne sais pas où on en est des Houthis en ce moment, mais j'entends plus tellement dire qu'ils soient dans une très très forte activité, mais peut-être que je me trompe et que c'est passé sous les radars. C'est-à-dire que toute sa stratégie d'influence puissante régionale en armant fortement, ce qui a représenté quand même des sommes colossales, ce que lui reproche énormément la population iranienne, en disant mais qu'est-ce qu'on a à financer comme ça alors qu'on est dans une situation extrêmement difficile. Donc il est possible effectivement qu'il se passe des choses en Iran. Ça se passera pas comme en Syrie, parce que il y a une armée qui se tient et qui est tenue. Il y a des passes d'Aran, il y a les gardiens de la révolution. Donc ça sera pas toujours très facile. Mais c'est un scénario qui est parfaitement envisageable. La Russie montre qu'elle peut pas aider grand monde et la Chine fait effectivement des affaires avec l'Iran, mais elle ne fera pas plus. Bon, donc on peut avoir une situation différente. Sur le Qatar, il est bien évident que Joulani va jouer le Qatar et les Émirats, surtout le Qatar, parce que c'est quand même un régime des frères musulmans et plutôt salafiste, plus encore que les Émirats arabes unis, ce ne soient pas non plus des modèles, mais il aura besoin d'énormément d'argent. Donc, ça sera ce qui va rentrer des entrepreneurs syriens, et ils ont fait quelques très très belles entreprises, soit en Égypte d'ailleurs, soit en Turquie, d'une part, et puis il va essayer quand même de séduire une partie, sans doute, de l'Occident. Ça ne sera pas facile, parce qu'il y a une méfiance qu'on n'avait pas, mais qu'on a maintenant sur des salafistes, comment ça va tourner. Donc il est obligé de donner des gages. Je pense que pour l'instant, il donne des gages pour ne pas effrayer, pour gagner un temps tout à fait indispensable et précieux. Alors, le pire n'est jamais sûr, mais je reviens à ce qui a été dit. La Syrie est quand même un des points majeurs de la situation de stabilité du Moyen-Orient. Et si la Syrie reste en situation de grande instabilité, c'est pas la question de la Libye. C'est une question beaucoup, beaucoup plus importante dans le cas de la Syrie. C'est un vide, d'une certaine façon, de puissance qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Richard Verly. Oui, ma réponse sur le Qatar, elle complétera ce que vient de dire Béatrice. Le Qatar a ce qu'il faut aujourd'hui pour être l'intermédiaire incontournable ou le partenaire incontournable de la Syrie. Il a de l'argent et il a une rente de situation liée à son gaz, puisque avant qu'on recommence à importer du gaz russe, il y aura quand même pas mal d'eau qui vont couler sous le pont et ça profite au Qatar. Deuxième chose, le Qatar a aujourd'hui un appareil diplomatique qui existe. Il l'a utilisé notamment pour les négociations entre Israël et le Hamas. Donc il y a un appareil diplomatique. Doha on l'avait vu aussi dans le cas des talibans. Rappelons-le que c'est Trump qui négociait au Qatar avec les talibans. Or, Trump revient au pouvoir. Et enfin, troisièmement, le Qatar, et c'est pour ça que je le disais, a des très bonnes relations avec un certain nombre de pays européens. Donc, je pense que le Qatar ait par ailleurs des très bonnes relations avec Erdogan. Et ce n'est pas Monsieur Erdogan qui, dans la situation économique de la Turquie, va pouvoir financer la Syrie. Maintenant, jetez un œil, et c'est pour ça que quand même, la surprise des services de renseignement, j'ai quelques doutes, jetez un œil à la collection de 4x4 des cohortes de rebelles de Monsieur Joulani. Regardez de près, les 4x4 sont tout neufs.
Tous les 4x4 Toyota qui ont foncé sur Damas, ils sont tout neufs. Alors ça coûte peut-être pas très cher à l'échelle d'un État des 4x4 Toyota, mais il faudra m'expliquer qui les a fournis. Quelqu'un a une explication, elle est la bienvenue. En attendant la dernière des interventions de ce matin, monsieur. Bonjour, Vincent L'Orphelin du think tank Controverse, essayiste au Monde et aux Échos. Je reviens sur essayiste du Monde, mais pas dans la page culture. Je reviens sur votre jugement sur Emmanuel Macron. Catherine Morin-Desailly, sénatrice, avait eu une vision il y a 10 ans. Elle parlait de la colonisation numérique de l'Europe. Aujourd'hui, cette vision prend tout son sens. On le voit avec l'émergence assumée d'un nouveau pouvoir technopolitique symbolisé par l'alliance Trump-Musk, illustré par les réussites de SpaceX face à Arianespace, ou encore le pouvoir démocratique que peut exercer Twitter, devenu X. Et finalement, la question que je me pose, c'est que est-ce que finalement, au fond, en caricaturant un peu, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est pas tout simplement de ne plus être un souverain, mais finalement au mieux un gouverneur, et peut-être même juste un influenceur. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est la conclusion que vous tirez est un peu abyssale. Je pense en revanche que ce qui a caractérisé les États de l'Europe depuis qu'on est entré dans une phase d'euroscepticisme actif, c'est-à-dire depuis le début du millénaire actuel, c'est une dégringolade complète sur tous les plans que vous citez. Je me rappelle le sommet de Lisbonne au début du siècle, en 2000, il s'agissait de faire en 25 ans de l'Europe la première puissance cognitive du monde. C'est un échec total. Le rapport Draghi en a rappelé les étapes de cette descente aux enfers. Et nous sommes, alors c'est pas une alliance, Musk, Trump, ils font partie du même pays, donc c'est un choix que font les Américains globalement. Et effectivement, nous sommes actuellement totalement largués. C'est pour ça, moi, je suis fondamentalement plus qu'agacé, indigné par la façon dont le débat politique se déroule en France depuis des mois et des mois, où on parle uniquement d'ayants droit dans différents services publics, des priorités d'ailleurs tout à fait légitimes, hein, c'est pas la question, mais alors que nous sommes en face d'un processus de disqualification des sociétés occidentales, de la France, mais des autres également, absolument majeurs, accélérés, et dont les effets dramatiques pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi, pour la souveraineté, comme vous le dites, seront décisifs. Donc je pense qu'il faudrait remettre tout cela au cœur de la discussion, et ça implique non seulement qu'on fasse des choix de politique intérieure destinés à muscler à la fois les entreprises, l'appareil de formation et de recherche, mais aussi des choix de coopération européenne active. C'est pourquoi l'enjeu européen est un enjeu dont personne ne parle dans la classe politique actuellement. C'est un enjeu central de la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je partage votre alarmisme et je crois que la réponse passe par un effort de prise de conscience et il faut qu'on sorte de cet autruchisme général, qu'on lève la tête du sable et qu'on regarde ce qu'il faut faire pour relever ce défi qui est absolument majeur et de plus en plus difficile à relever au fur et à mesure que l'écart s'accroît entre ce que font les Américains d'abord, les Chinois ensuite, et nous qui traînons lamentablement à l'arrière. Europe, lève-toi, réveille-toi. Séparons-nous sur ce slogan, à bas l'autruchisme. Passez les meilleures fêtes possibles. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous soutenir et être défiscalisés.
Rendez-vous donc mercredi pour l'enregistrement, pour la diffusion de cet enregistrement, dimanche prochain pour la diffusion de ma conversation avec Michel Elchaninov sur l'Ukraine, puis avec Richard Verly le dimanche suivant sur les États-Unis, et enfin avec Laurent Berger, Éric Lombard et Michel Vinocq le 6 janvier sur le rocardisme. Merci beaucoup et à bientôt.